Bonjour Clémentine Autain. Bonjour Apolline de Malherbe. Vous êtes députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis et vous êtes aussi tête de liste de votre parti pour les élections régionales prévues à ce jour, au mois de juin. On verra si ça évolue d'ici là. Vous le savez, le principe de cette émission, c'est de l'enregistrer dans un lieu qui est choisi par l'invité. Et vous avez choisi qu'on se retrouve ici, dans ce centre culturel qui s'appelle la Microfolie. On est à Sevran, dans votre département de Seine-Saint-Denis. Première question, c'est pourquoi est-ce que vous avez choisi ce lieu ? Parce que c'est un lieu que j'aime, qui est très emblématique, peut-être d'un autre regard qu'on peut porter sur ce quartier. Ici, ce sont les Baudottes à Sevran, qu'un certain nombre de personnes qui nous regardent connaissent parce qu'on les montre souvent sous un jour difficile, avec des violences, des problèmes de trafic de drogue. Mais ici, ce lieu, c'est un lieu qui participe des solutions, telles que moi, en tout cas, j'ai envie qu'on les envisage, parce que c'est un lieu culturel, c'est un lieu de rencontre qui permet de créer des dynamiques, de projeter les jeunes, les habitants dans des solutions qui sont des solutions positives. Alors ici, vous avez beaucoup de choses. Et il y a une scène là où on peut faire plein de choses. Alors par exemple, moi, il y a un souvenir très marquant dans ce lieu, c'est que j'ai eu la chance de faire venir Ken Loach pour son film... Le réalisateur Sorry We Missed You. Le grand réalisateur britannique est venu là et c'était assez incroyable parce que en 48 heures on a organisé ça et il y avait beaucoup de gens qui habitent juste ici qui sont venus voir ce film sur l'ubérisation et discuter ensuite des solutions par rapport à l'ubérisation, d'échanger. Dans le moment difficile que l'on traverse, j'ai vraiment la conviction que cette logique d'échange, de partage du sensible, on n'est pas que des homo economicus, on est aussi des êtres d'émotion, des êtres qui avons besoin de se projeter. Mais dans un quartier difficile, c'est très important qu'on ait ces lieux qui se déploient. Mais pour l'instant, le lieu est fermé. Et donc, si j'avais envie d'être dans un lieu culturel, c'est aussi pour dire ma colère, mais vraiment ma colère. À l'égard de ce choix du gouvernement sur ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Et moi, je pense que quand on est dans un moment de crise économique, sociale, psychologique, individuelle et collective, parce qu'on traverse une épreuve terrible, eh bien, précisément, on a besoin d'échanger. On a besoin de partager les émotions, on a besoin de se projeter. Mais y compris au mépris éventuellement des règles. C'est-à-dire que si on se retrouvait ici, alors évidemment on a la chance de se retrouver en effet grâce à vous dans un lieu culturel là, mais qui est un lieu à l'arrêt, faire venir ici aux tables qu'on voit des jeunes, des habitants du quartier, vous estimez que ça ne poserait pas de problème sanitaire? Je ne pense pas que ça peut fonctionner comme en temps normal, je ne parle pas de ça. Mais avec un protocole, pourquoi pas? De lieux comme les cinémas, comme les théâtres, comme les musées, qui sont aujourd'hui fermés alors qu'on peut s'entasser dans le bus ou dans le supermarché. Bon, on le fait avec un masque et avec des gestes barrières importants. Si on en revient au lieu où on est à Sevran, tous les matins, les habitants prennent les transports en commun, comme vous le dites, pour aller travailler. Exactement. Ils s'entassent dans les métros, dans les RER. Et vous vous dites, du coup, franchement, pourquoi pas un lieu culturel, quoi? Oui, pourquoi pas un lieu? Pourquoi avons-nous à ce point fermé les lieux culturels? Prenez même les musées, c'est délirant, ce ne sont pas les lieux les plus populaires, mais ce sont des lieux où il n'y a pas de problème avec des gestes barrières. Et ils sont fermés. C'est un choix du gouvernement sur ce qui est essentiel et sur ce qui ne l'est pas. Ça veut dire que ce qui n'est pas économique, en réalité, ne compte plus. D'abord, c'est un peu fou parce qu'en fait, l'industrie culturelle, ça fait partie de l'économie. Et donc, je comprends encore moins ce choix. Mais surtout, il me semble que pour que la société arrive à se projeter, à se remettre sur pied, elle a besoin impérativement de ces lieux culturels qui sont malheureusement aujourd'hui fermés. Donc, c'est ma manière aussi de tirer la sonnette d'alarme en pensant aux artistes qui sont en difficulté, à tous ceux qui font vivre ces lieux, mais aussi à nous, citoyennes, citoyens, qui ne pouvons pas vivre. Parce que c'est pas possible, si vous voulez, le moment qu'on traverse où l'enjeu, ça serait simplement de rester en vie, mais en vie d'une vie biologique, ou simplement de faire métro, boulot, dodo. On a besoin d'être en vie, mais au sens d'être vivant. Et pour être des êtres vivants, la joie de vivre, c'est aussi de partager socialement des choses et d'avoir accès à la culture. Justement, je voudrais qu'on s'arrête un instant sur les propos de Jean Castex cette semaine. On le sent bien en étant sursis, en particulier ici en Ile-de-France, mais dans 20 départements. Et globalement, il le dit, la situation s'est dégradée dans notre pays. Est-ce que vous estimez que cette attente dans laquelle on se retrouve, tant mieux? Est-ce que vous pensez comme le gouvernement que chaque jour où on peut éviter le reconfinement, c'est bien, ou est-ce que vous entendez ce que disent certains soignants qui disent qu'on est en train de prendre un gros risque et qu'on va se retrouver à nouveau à devoir confiner, mais du coup peut-être plus dur et plus longtemps si on attend?
Écoutez, le confinement, pour moi, ce n'est pas une solution durable, d'abord, par rapport à la crise du Covid, à la pandémie, mais ce n'est pas une solution pour nos vies. Donc, je ne suis pas favorable à l'idée de reconfiner, sauf catastrophe, sauf si on avait... Mais on était dans un moment... la catastrophe Écoutez, le gouvernement a davantage d'éléments que nous, et d'ailleurs, je ne comprends pas très bien son attitude, parce que hier, nous avons eu une conférence de presse où on nous explique que peut-être dans une semaine, alors que lundi, l'école va recommencer, que peut-être dans une semaine, il y aurait un reconfinement, on a l'impression qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion. Or, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est précisément d'un plan de vol. Et le plan de vol, c'est quoi ? C'est d'abord d'être capable de nous dire comment on va être vacciné massivement demain. Parce que la clé pour sortir de la pandémie, c'est le vaccin, et donc il faut mettre le paquet sur cet élément. Alors, le gouvernement a raté l'étape des masques. Enfin, le gouvernement... oui, le gouvernement a raté l'étape des masques, oui. mais sur le vaccin, pardon, quand vous regardez chez nos voisins, ils n'ont pas tellement plus de vaccins que nous, quoi. Ah bah écoutez, si, il y a des grandes différences. Il y a des grandes différences, j'y viens. Mais il a raté la séquence des masques. Ensuite, on a eu le fiasco des tests. Et maintenant, par rapport au vaccin, je suis désolée, mais nous sommes particulièrement mal positionnés. Pourquoi nous sommes mal positionnés ? Globalement d'ailleurs, hein, pas simplement sur les vaccins. Nous sommes mal positionnés parce que nous payons le prix de 30 ans de politique néolibérale qui ont cassé l'hôpital public. Mais il y a aussi la question de la recherche publique. Et là, on n'est pas tout à fait comme nos voisins. Là, clairement, c'est la déception. C'est une catastrophe. Aucun, ni Sanofi, ni Pasteur, n'ont réussi à nous sortir un vaccin. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que la France a sous-investi. Le budget qui est dédié en France à la recherche publique est 2 fois moins important qu'en Allemagne. Nous sommes la risée internationale. Comment un pays aussi riche peut-il ne pas avoir sorti un vaccin ? Eh bien parce qu'il y a eu des choix qui ont été faits. Et ces choix, ce sont des choix qui sont liés à la fameuse austérité budgétaire et à la rentabilité à court terme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a dit la recherche fondamentale, pouf, ça ne sert à rien tout de suite, alors, attendez, on met dehors. Pardon, je m'arrête quand même un instant là-dessus, parce que donc on n'a pas le vaccin. Le vaccin Pfizer... comme le vaccin AstraZeneca, ils viennent de pays qui sont des pays ultra-libéraux. C'est l'anglo-saxon, c'est l'allemand. Oui, qui d'ailleurs ont mis plus d'argent dans la recherche publique. C'est pas parce que c'est privé. Mais vous avez deux niveaux. C'est-à-dire qu'il y a d'abord investir dans la recherche, privé et public, pour trouver des choses. Mais ensuite, vous avez comment on fait le vaccin lui-même. Et comment on dégage davantage de moyens pour le fabriquer et le diffuser. Ce que je veux dire, c'est pas le libéralisme qui a empêché de faire du vaccin, quoi. Non, qui n'empêche pas de trouver le vaccin, mais ensuite vous avez des marges. Pfizer, par exemple, il dégage 25 à 30% de marge sur son vaccin. D'accord ? Donc ça, c'est de l'argent qui pourrait être mis davantage dans le bien commun et la production de doses supplémentaires. Donc laisser, si vous voulez, la santé dans les mains du privé est un problème. C'est un problème parce qu'on n'en a pas la maîtrise. Et donc ce que je demande au gouvernement, et c'est là où je dis qu'il n'y avait pas de pilote dans l'avion, c'est d'être capable maintenant d'organiser la production du vaccin et de faire vacciner. Et pour cela, il faut réquisitionner, il faut être capable de mettre en route les usines et ensuite d'organiser correctement la vaccination. Et de ce point de vue, je suis désolée, c'est un fiasco. Et c'est un fiasco aussi parce que Sanofi, je vous dis, on paye toutes ces années, mais voyez où on en est, on n'en sort pas de là. On n'en sort pas pourquoi ? Parce que Sanofi a fait 4 milliards de profits qu'il a reversé en dividendes, et dans le même temps, il vient d'annoncer le licenciement de 1700 personnes, dont 400 en France. On se demande où on va avec ça. Non mais franchement, en pleine crise pandémique, on a un grand groupe français qui non seulement n'a pas réussi à trouver un vaccin, mais qui en plus licencie. Cette annonce qui ensuite a été un petit peu rétropédalée de la mairie de Paris, Anne Hidalgo et son adjoint Emmanuel Grégoire, qui ont commencé par demander un reconfinement strict, total, disait-il, de Paris pour 3 semaines, avant le lendemain de revenir un petit peu en arrière. Mais comment vous voyez les choses ? Est-ce qu'il fallait, oui, faire cette proposition de reconfiner ? Comment vous l'avez compris ? J'avoue que c'est une proposition que je n'ai pas bien comprise et d'ailleurs j'ai trouvé qu'il y avait des ambiguïtés dans le positionnement d'Anne Hidalgo qui a signé il y a quelques semaines le texte du Syndéac qui demande la réouverture des lieux culturels pour proposer maintenant le reconfinement. Donc on peine à comprendre la logique globale et surtout on a un enjeu francilien, c'est-à-dire que imaginez confiner Paris. Ils ont fait leur truc dans leur coin un peu ? Écoutez, en tout cas, confiner Paris sans confiner le reste de l'Île-de-France, il y a une dimension absurde. Parce que la circulation... Ils n'ont pas appelé les élus ? Non.
Non, non. Or, nous avons besoin de le penser effectivement à l'échelle régionale. Ça me paraît très important. S'il y avait reconfinement, alors oui, régional, vous pourriez l'envisager. On a bien compris que vous étiez contre, hein. Mais si vraiment on faisait quelque chose, alors il faut que ce soit au moins toute la région. Elle est cohérente pour vous, cette région? Oui, je pense que l'échelle régionale est pertinente parce qu'il y a une circulation de la population qui est très importante. Donc oui, c'est l'échelle pertinente, mais plutôt que de penser un reconfinement, est-ce qu'une logique de rotation ne serait pas plus efficace? Mais oui, de rotation, c'est-à-dire d'aller travailler, de rester chez soi et de ne pas nous annoncer que c'est le week-end, c'est-à-dire le temps de la vie qui n'est pas la vie au travail, qu'il puisse y avoir un peu d'espace pour ça. Parce que là, dans tout ce qu'on nous annonce, dans les modes de reconfinement, avec le couvre-feu à 18h, dont on ne comprend pas très bien en fait la démarche, hein, puisqu'on voit que dans les supermarchés, du coup, il y a plein de monde entre 17h et 18h, pareil dans les transports en commun, donc on ne voit pas forcément l'efficacité, et par contre, on voit que c'est le plaisir de la vie. Il reste plus rien que le travail, quoi. Voilà, mais ça, c'est pas une société qui peut tenir debout longtemps, c'est pas possible. Et on sait qu'en plus, en chaîne, on va avoir des problèmes psychologiques. Vous avez vu qu'il y a une explosion de la consommation de psychotropes. En Seine-Saint-Denis, c'est 150% supplémentaire. Donc on a des problèmes en chaîne qui vont d'ailleurs se traduire par des problèmes de santé demain. Donc je pense que tout ça ne tient absolument pas la mer, et qu'il faut prendre les choses d'une autre façon en considérant la vie et pas simplement l'homo economicus, métro, boulot, dodo, et pas simplement l'être vivant biologique. Et de ce point de vue-là, pour moi, le gouvernement est totalement en dehors des clous. Et j'ajoute à ça qu'il a une vision très autoritaire aussi dans sa façon de faire. Mais pardon, mais vous dites que le gouvernement est en dehors des clous, alors que le gouvernement s'est battu en quelque sorte pour ne pas suivre les recommandations des médecins et ne pas confiner. Et à l'inverse, vous avez une élue de gauche, Anne Hidalgo, qui, elle, dit qu'il faut reconfiner. J'entends qu'on a du mal à suivre, mais par contre, là où je ne vous suis pas, c'est que le gouvernement, pour moi, il l'infantilise aujourd'hui. Parce qu'il tient de semaine en semaine, de conférence de presse en conférence de presse, la menace du reconfinement, en permanence. On est là, sous la menace, peut-être la semaine prochaine. Donc d'abord, on n'arrive pas à se projeter, ce qui est quand même très insupportable. On a l'impression que le gouvernement ne fait absolument pas ce qu'il faut pour nous sortir de là, et que c'est la surveillance qui prime, et pas la démocratie, et pas l'implication des citoyens dans les gestes barrières. Or, ce qui est assez impressionnant, c'est de voir qu'au fond, les Français sont très assidus à mettre les masques, à être disciplinés par rapport aux gestes barrières. Et c'est pourquoi je pense qu'on pourrait avoir davantage de vie en respectant mieux les gestes barrières, en rendant gratuits les masques et en imaginant des protocoles pour réouvrir toute une série de lieux ou sécuriser davantage un certain nombre de lieux, je pense en particulier aux écoles. Clémentine Autain, votre département, ce département ici où nous sommes, la Seine-Saint-Denis, c'est un des départements les plus touchés par le virus. Et y compris encore aujourd'hui, on est à 318 de taux d'incidence contre 207 au niveau national. C'est aussi l'un des départements les plus pauvres de France. Est-ce que ça veut dire que ce virus est inégalitaire, ou est-ce que ça veut dire que la lutte contre le virus est inégalitaire? C'est un peu des deux, en réalité. D'abord, on sait qu'en Seine-Saint-Denis, il y a beaucoup de ce qu'on a appelé les premiers de corvée. C'est-à-dire celles et ceux qui ont continué à travailler en permanence au début, hein, sans être bien protégés, hein, pendant que d'autres télétravaillaient, période de confinement, et étaient davantage protégés. Nous savons aussi que vivent dans notre département beaucoup de gens dans des espaces qui sont très exigus. Or, c'est à l'intérieur hein, que la contamination est la plus forte. Donc, plus on vit entassé dans des appartements petits, plus on a de chances d'être contaminé. Ce sont aussi eux qui partent à l'autre bout de l'Île-de-France travailler, et donc qui sont entassés dans les transports en commun, avec là aussi des risques de contamination. Donc ça fait beaucoup. Clémentine Autain, vous êtes candidate pour la présidence de la région Île-de-France. La région Île-de-France, elle a été marquée cette semaine par des rixes extrêmement violentes. Il y a eu 2 rixes mortelles dans l'Essonne en 48 heures, 2 rixes dans lesquelles 2 adolescents ont perdu la vie. Une jeune fille, c'était à Saint-Chéron, un jeune garçon à Boussy-Saint-Antoine. Gérald Darmanin s'est rendu sur place et il a dit que la réponse, elle devait d'abord être une réponse de sécurité, davantage de policiers et de gendarmes. Il a annoncé un renfort. Est-ce que vous estimez que ça, c'est de nature à apaiser les choses? Ça ne va pas suffire. Vous savez que ça fait 30 ans qu'on a des lois plus répressives les unes que les autres, et le développement de forces de police qui ne sont pas forcément adaptées pour répondre à la situation. Donc d'abord, permettez-moi d'exprimer mon soutien
ma solidarité, mon empathie à l'égard des personnes qui sont touchées par cette jeune fille Lilibelle, 14 ans, qui est morte d'un coup de couteau dans le ventre, et ce jeune homme, 14 ans aussi, qui a eu un coup de couteau dans le thorax. C'est d'une extrême violence. C'est insoutenable. J'avais déjà en tête, on avait été très marqués, vous vous souvenez, par ce jeune Yuri tabassé à mort, enfin, dont les images étaient insoutenables. Et ce sont des très jeunes, parce que des rixes, il y en a depuis fort longtemps. On a en tête les blousons noirs et bien d'autres. Donc c'est pas un phénomène tout à fait nouveau, c'est même plutôt un phénomène qui régresse, hein, ces affrontements entre bandes. Mais par contre, je suis frappée par la jeunesse des personnes concernées. Là, il s'agit de collégiens. Et par le niveau de violence incroyable. Et donc la réponse a posteriori, qui est de type répressive, ne suffit pas. Elle ne suffit pas, mais elle est quand même nécessaire. Mais elle existe. Ce qu'il faut, c'est penser avant, c'est-à-dire le décrochage scolaire. Qu'est-ce qui se passe avec le décrochage scolaire de gamins qui sont en perdition d'un point de vue psychologique, voire psychiatrique? Comment est-ce qu'il y a des jeunes qui échappent finalement à des soins qui pourraient permettre de ne pas sombrer dans un tel niveau de violence? La violence qui peut être générée aussi par des jeux vidéo sans contrôle, qui nous pose aussi un problème de place de la violence. Ah oui, je pense. D'addiction aux jeux vidéo. D'addiction à des jeux vidéo qui sont extrêmement violents. On a besoin d'accompagnement. Vous vous rendez compte, là, ici, les éducateurs de rue, j'ai l'impression qu'ils ont quasiment disparu. La PJJ, qui se retrouve sans moyens pour suivre les mômes. Tout ce qui est périscolaire, pas simplement dans l'école, mais en dehors de l'école, pour accompagner les jeunes. Les familles, parce que vous avez des parents qui n'arrivent plus à s'en sortir. Des familles monoparentales qui craquent et qui ne savent plus comment faire. Vous dites qu'ils craquent et ils ne savent plus comment faire. Gérald Darmanin les a pointés du doigt et il a considéré qu'il y avait une forme de responsabilité. Je voudrais que vous l'écoutiez. Les policiers, les gendarmes, les maires ne peuvent pas faire à la place des parents une autorité qui consiste à ne pas sortir seul le soir quand on est un jeune adolescent, d'aller suivre des études ou une formation professionnelle, de ne pas avoir ce qui était le cas. Des béquilles, des armes blanches, des barres de fer. Ce sont des urgentistes de la situation. Mais avant d'arriver à une confrontation où votre enfant de 13-14 ans a un couteau ou une barre de fer et tape quelqu'un d'autre, il s'est passé sans doute quelque chose qui devrait être un peu rappelé, c'est-à-dire l'autorité parentale. Est-ce que c'est aussi la faute des parents ? Non, mais on peut derrière chaque cas pointer la responsabilité individuelle. Et d'ailleurs, M. Darmanin, qui est un libéral, pointe la responsabilité individuelle. Voilà, moi je pense que nous faisons société et que nous avons des responsabilités collectives et que donc la question en tant que responsable politique qu'on doit se poser, c'est comment faire pour aider ces familles à ne pas être défaillants, comment les soutenir, comment faire. Mais je pense que nous avons besoin d'investir davantage dans l'humain, dans une présence humaine qui permet d'accompagner, de dépister et aussi de répondre à l'urgence sociale de beaucoup de parents qui, je ne sais pas comment vous dire, mais tombent aussi. Ils tombent individuellement. Et quand vous craquez, quand vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts à la fin du mois, vous voyez ce que je veux dire? Quand vous êtes seul avec 2-3 gamins parce que votre mari est parti, quand vous avez plein de situations où, au fond, vous ne pouvez plus. Et donc, il faut qu'il y ait une solidarité collective de telle sorte qu'on arrive à empêcher ces situations. Et donc ça demande de l'humain. Et la police ne peut pas être qu'une police telle qu'elle existe aujourd'hui. Vous savez, on a mis fin à la police de proximité. Et la police de proximité, c'est elle aussi qui permet de bien travailler, de suivre, de repérer. Vous êtes favorable au retour de la police du quotidien. Mais il faut une police du quotidien. Clémentine Autain, un tout autre sujet, mais qui est aussi un de vos combats, c'est la question du féminisme, de la parole des femmes. Depuis le livre de Camille Kouchner, c'est un séisme à nouveau. Et cette phrase vis-à-vis des victimes enfants, mais plus largement de toutes les victimes de violences sexuelles, à qui on dit à nouveau « je vous crois ». Vous, Clémentine Autain, vous avez été violée. Vous avez été violée à l'âge de 23 ans. Vous l'avez raconté, vous l'avez médiatisé, vous l'avez dit. Mais ce qui se passe aujourd'hui, avec ce que vous avez vécu, comment vous le ressentez quand vous entendez ces paroles qui se libèrent? Comment vous le ressentez? Comment vous le vivez? J'ai un double sentiment, à la fois d'immense soulagement, parce que je me suis sentie seule, comme beaucoup de femmes victimes de viol, à ne pas pouvoir parler, en parlant, être regardée bizarrement, alors que simplement je voulais dire que la honte devait changer de camp, qu'il n'y avait pas de raison de se taire, que quand des journalistes me demandaient pourquoi vous êtes devenue féministe, pourquoi est-ce que je ne pouvais pas dire je suis devenue féministe parce que j'ai été victime de viol,
Je ne pouvais pas le dire, on estimait que j'allais parler de ma vie privée, que ça ne se disait pas. La bienséance supposait qu'on ne pouvait pas le dire. Donc un immense soulagement de cette libération de la parole, de ne plus se sentir seule et de voir toutes ces femmes braver l'interdit, l'omerta et dire maintenant ça suffit, ça suffit. Un sentiment de victoire. Voilà, c'est une victoire parce que c'est vrai qu'en 2012, quand on avait lancé l'appel des 313 femmes disant publiquement avoir été victimes de viol, on avait l'impression d'être des pionnières et d'être voilà, un peu en avance sans doute sur notre temps. Et là, le déferlement à partir de 2017, planétaire, eh bien, c'est le point de départ du mouvement qui va permettre que cessent ces violences. Il y a une chose qui frappe, c'est que vous avez donc été violée et vous avez été portée plainte. Comment est-ce que, tout de suite après, comment est-ce que vous expliquez qu'il y a encore de nombreuses femmes qui ne vont pas porter plainte? Bien sûr. D'abord, moi j'ai été violée par un inconnu. Porter plainte contre un inconnu, c'est plus facile que de porter plainte contre son père, contre son compagnon, contre une personne connue avec qui se mêlent aussi des relations affectives et c'est très difficile. Donc je pense que ma situation, qui était aussi d'avoir été victime d'un homme armé, c'est plus facile d'aller déposer plainte en disant j'ai été attrapée dans la rue par un homme armé qui m'a violée. Voilà. Donc ça c'est ce qui fait qu'il n'y a aujourd'hui que 10%. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de doute sur le mot viol. On sent bien qu'il y a des femmes qui disent aujourd'hui qu'elles ont mis du temps à oser dire le mot viol. Bien sûr, mais parce que l'arme, c'était un couteau en l'occurrence pour moi, voilà, c'est quelque chose qui valide quelque part l'attaque, la violence. Quand l'arme, c'est du chantage affectif, de l'humiliation, un rapport de domination, d'âge, d'autorité, bon, c'est pas pareil, c'est beaucoup plus difficile. Et vous avez le problème de la preuve. Il faut réussir à démontrer qu'il y a bien eu lieu ce viol. Et ça, c'est compliqué. Donc, les femmes hésitent à aller porter plainte parce qu'elles ont peur de ne pas être crues, qu'il n'y ait pas de preuves. Seulement 10% des viols conduisent à une plainte, mais plus grave, parmi ces 10%, vous n'avez que 1 à 2% maintenant, parce que ça augmente, mais en gros, c'est 1% qui conduisent à une condamnation. C'est ça le cœur du problème aujourd'hui. Est-ce que l'homme qui vous a violé a été condamné? Oui, il a été condamné. Nous étions 3 au procès. Il a reconnu avoir violé une trentaine de femmes. Une trentaine de femmes. Et ma colère est venue très fortement là parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, mais peut-être que si les autres femmes avaient pu parler, avaient pu être entendues, avaient pu porter plainte, alors, étant peut-être la 30e, je n'aurais pas été victime de viol. Donc et c'est pas pour, évidemment, m'en prendre aux femmes qui ne l'auraient pas fait, parce que tout pousse à ne pas le faire, jusqu'ici. Mais vous tout êtes passé par des moments de colère? Mais je suis toujours en colère. Je suis toujours en colère. Et aujourd'hui, ma colère, je vais vous dire où elle est, c'est qu'il y a ce mouvement extraordinaire de la société qui se passe, et on a un gouvernement qui ne fait rien. Qui ne fait rien. Je me suis sentie très seule aussi au moment où nous avons eu cette loi qui devait être la grande loi. Vous vous souvenez, la grande loi du quinquennat. Marlène Schiappa nous avait dit, vous allez voir ce que vous allez voir. C'était au début de la législature. Et ce vote a eu lieu un 1er août. La honte pour la grande loi du quinquennat. Il y avait 4 misérables articles dedans. Et je demandais à l'époque, nous demandions à l'époque, j'avais posé une question au gouvernement, Madame Belloubet, en particulier, vous savez, ce seuil de non-consentement pour les moins de 15 ans. On m'avait donné une fin de non-recevoir. Une fin de non-recevoir. Et je pense que nous avons perdu du temps. Et de la même manière que nous avons perdu du temps parce que cette loi n'était pas ce qu'on appelle une loi cadre, c'est-à-dire une loi avec des moyens, comme elle a été votée en Espagne. Clémentine Autain, je vous ai interrogé sur ce qui vous est arrivé et qui est d'une violence inouïe et tout à fait singulier. Et vous me répondez toujours politique, combat politique. Est-ce que c'est votre manière à vous d'avoir... C'est assez frappant d'avoir... voilà, d'être sorti de votre histoire. Vous répondez toujours nous. Oui, parce que c'est encore une... Vous dites, je ne m'en remets pas, mais je suis toujours en colère. Mais au lieu de dire je suis en colère moi, vous dites on est en colère. Vous voyez, alors, je ne m'en remets pas. C'est bien que vous me posiez cette question. C'est que je voudrais envoyer un message d'espoir aux femmes. C'est qu'effectivement, il y a un après, un avant et un après. Je dis à l'envers, un avant et un après quand on a été victime de viol. Mais c'est important aussi de dire qu'il est possible de revivre et pas simplement de survivre quand on a été victime de viol. Et je veux vraiment envoyer ce message d'espoir. Ça n'enlève rien de la gravité de ce qu'on a subi.
C'est pas parce qu'on s'en remet que ce qu'on a vécu n'est pas dramatique, n'est pas tragique. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est qu'en effet, quand je n'étais pas féministe avant d'avoir été violée. D'ailleurs, je ne voyais même pas le lien entre ce que j'avais subi et le féminisme. Je ne comprenais pas. Et c'est parce que j'ai rencontré des femmes. J'en pense à une qui s'appelle Suzy Rodman. Je pense aux lectures que j'ai eues, Simone de Beauvoir, beaucoup de lectures que j'ai faites. Et c'est à partir du moment où j'ai compris que je n'étais pas seule face à un homme dément qui m'avait violée, mais qu'au fond, ce qui m'était arrivé s'inscrivait dans une histoire sociale, une histoire politique, et donc il y avait une issue. C'était pas juste moi face à un malade mental, c'était l'histoire de l'oppression des femmes. Parce que le viol, c'est l'acte ultime de la domination masculine. Et à partir de ce moment-là, c'est pour ça que je l'intègre dans cette histoire-là, eh bien, c'est une aide considérable pour se reconstruire. Est-ce que vous êtes favorable à l'imprescriptibilité des crimes sexuels ? Ah, ça, c'est beaucoup plus difficile comme question. En plus, nous en débattons. Les féministes elles-mêmes sont divisées sur le sujet. Je ne m'y résous pas encore parce que, pour l'instant, il n'y a que les crimes contre l'humanité qui sont imprescriptibles. Et je suis toujours méfiante quand on bouleverse, en fait, une certaine économie du droit français qui a ses raisons. Ça a été construit avec le temps et il y a des raisons pour lesquelles, à un moment donné, on estime que des crimes sont prescrits. Donc je reste sceptique sur l'imprescriptibilité. J'aime bien l'idée qu'on étende, parce que quand vous connaissez l'enjeu de la mémoire traumatique qui fait qu'on peut mettre beaucoup de temps avant de se souvenir d'un viol. On peut aussi mettre beaucoup de temps, des dizaines d'années, avant d'avoir le courage de dénoncer un viol, et on a à ce moment-là besoin de la justice. Donc plus de temps, mais le principe d'imprescriptibilité, non. À titre personnel aujourd'hui, mais je pense que c'est bien d'en débattre, à titre personnel aujourd'hui, non, je ne crois pas qu'il faut revenir sur l'imprescriptibilité. Est-ce que le principe d'organiser des réunions qu'on dit des réunions qui peuvent être en non-mixité. Alors ça peut être en non-mixité de couleur, c'est-à-dire des réunions par exemple où les blancs ne seraient pas acceptés, ou des réunions en non-mixité de genre, c'est-à-dire des réunions par exemple où il n'y aurait que les femmes et pas les hommes. C'est une question qui aujourd'hui est à nouveau sur la table, à la faveur du débat sur l'islamo-gauchisme. Et je vais vous interroger bien sûr là-dessus, mais puisque vous parlez de la question du combat féministe, est-ce que le combat féministe doit devenir aussi une sorte de catégorie avec l'exclusion des autres ? Écoutez, vous parlez à quelqu'un qui a fondé une association qui s'appelle Mouvement Mixte pour l'égalité entre les sexes. Ça s'appelait Mixité en 1997. Donc voilà, avec un homme, on a créé cette association avec un ami qui s'appelle Thomas Lancelot. Et puis il y avait des femmes et des hommes dans cette association. Et pour autant, à l'époque, il existait une autre association avec qui on travaillait, qui s'appelait les Maries Pas Claires, je me souviens, et qui était non mixte. Bon. Et cette non-mixité, ce n'était pas le rejet des hommes, c'était à un moment donné le besoin d'être entre femmes, comme dans les années 70, le mouvement de libération des femmes était non-mixte, parce que dans cet entre-soi féminin, une parole a pu s'exprimer qui n'arrivait pas à s'exprimer en présence d'hommes. Si vous faites par exemple des lieux de parole, des groupes de parole de femmes qui doivent parler du viol qu'elles ont subi, je vous assure que c'est beaucoup plus facile de le faire entre femmes pour raconter le détail du viol subi que de le faire en se disant non, il ne faut pas qu'il y ait cette non-mixité, il faut absolument qu'il y ait des hommes dans cette salle. Les propos de Caroline Forest, qui est une autre féministe, qui partage certains de vos combats, et qui aujourd'hui veut se battre contre la résurgence du mot race et des organisations racisées. On parlait tout à l'heure de la non-mixité qui peut aussi être dans ce domaine-là. Elle dit on s'est battu pendant des générations pour ne plus utiliser le mot race, pour ne plus être réduit à des races. Oui, non, mais dans le mot racisé, non, mais on va faire, c'est comme sur islamo-gauchisme, ça devient après des enjeux de vocabulaire. En ce moment, il est sur la table. Bah, ça, pour être sur la table, il est sur la table. D'ailleurs, il est éminemment sur la table. On a l'impression que c'est un écran de fumée par rapport à beaucoup d'enjeux qu'on met sur le côté pour nous expliquer que ça deviendrait le problème majeur en France. Je ne pense pas que ce soit aujourd'hui, là, au moment où on se parle, Apolline de Malherbe, la priorité des gens qui sont là, qui habitent à côté, dans leurs immeubles et qui ont toute une série de problèmes qui ne sont pas liés à ce prétendu mais cela dit, Clémentine Autain, sur cette phrase, je vous la recite à nouveau. On s'est battu pendant des générations pour ne plus utiliser le mot race, et elle ajoute, pour ne plus être réduit à des races. Mais bien sûr que l'idée, c'est de sortir de ça. Mais pour sortir de ça, prenez l'exemple des femmes. Et Caroline Forest, on va se retrouver là-dessus. On se bat pour ne pas être réduite à notre identité de genre. On est d'accord.
Mais on est bien obligé de reconnaître en attendant que nous sommes opprimés en raison de notre identité de genre. Donc vous voyez un petit peu, c'est compliqué. Du coup, on se tout retrouve ça. dans un truc très paradoxal. Oui, où en fait, parce pour que- sortir de ça, on a l'impression d'être à nouveau enfermé. Il faut reconnaître qu'on en est victime. Et c'est pareil pour le racisme. Pour sortir du racisme, il faut bien regarder la réalité en face. Dans notre pays, en France, aujourd'hui, il y a du racisme. C'est ça qui se passe. Est-ce qu'il y a du racisme d'État? Est-ce que vous allez Moi, je ne parle pas de ce terme-là. Il n'y a pas de racisme d'État. C'est-à-dire que les lois, par exemple, les lois sont antiracistes, visent à lutter contre le racisme. Vous savez que l'un des reproches qui est fait à la France Donc je ne insoumise parle pas de ce terme-là, mais dans cette expression d'islamo-gauchisme, ce serait la complicité qui avait pu être je dirais, mise en lumière au moment d'une manifestation comme celle contre l'islamophobie, où certains des organisateurs, eux, pour le coup, parlent d'un racisme d'État. La présence de la France insoumise à cette manifestation, est-ce que ça vous a mis mal à l'aise? C'est pas sur racisme d'État qu'il peut y avoir un malaise. J'ai un désaccord, mais je sais que parmi ceux qui utilisent cette expression, ce qu'ils veulent dire, c'est qu'il peut y avoir des comportements dans les institutions qui représentent l'État qui sont des comportements racistes. Bon, ça c'est vrai. Voilà, c'est la société. Je veux dire, les institutions, elles ne sont pas étanches à ce qui se passe dans la société. Il y a du racisme dans la société. Mais cette manifestation, elle vous avait mise mal à l'aise? J'assume d'être allée, et nous assumons. Et vous n'avez pas été mal à l'aise d'aller dans cette manifestation. Pourquoi, Pauline de Malherbe? Parce qu'à un moment donné, il fallait bien qu'il se passe quelque chose contre cette ambiance dans le pays où on avait l'impression que musulman égale intégriste égale djihadiste. Voilà. Et ça, c'est insupportable. Et que tous les musulmans étaient mis dans le même sac. Sans bien comprendre que nous avons besoin de l'unité de notre pays, avec toutes ses composantes, et d'emmener tout le monde, et les musulmans qui sont nos premiers alliés dans la lutte contre le djihadisme. Moi, je peux vous dire, ici, on est à Sevran. Quand on s'est battu pour fermer la mosquée des radars, ici, qui était une mosquée salafiste avec des prêches effrayants. Les premiers qui ont alerté, ce sont des musulmans et des femmes, en l'occurrence, beaucoup, des femmes qui étaient très choquées par ce qui s'y passait. Et ce sont elles qui ont donné l'alerte. Ce sont elles aussi qui sont dans l'angoisse de se dire « mais mon gamin à moi, est-ce qu'il ne va pas basculer? Est-ce qu'il ne va pas basculer ?» Donc plutôt que de rejeter en masse les musulmans, nous devons faire en sorte que le combat permette d'emmener tout le monde. Aurore Bergé, votre collègue à l'Assemblée, est aujourd'hui victime d'un véritable lynchage sur les réseaux sociaux, après avoir tenu des propos à l'encontre du rappeur Medine. Je voudrais juste reprendre les mots qu'elle avait dit pour pas qu'on mélange tout. Elle, ce qu'elle a dit, Aurore Bergé, c'est quant à l'ENS, l'école normale supérieure, elle parlait de l'islamo-gauchisme, quant à l'école normale supérieure, vous avez ce rappeur islamiste, Medine, qui est invité. Vous savez, celui qui disait qu'il fallait tuer, crucifier les laïcards dans notre pays. Alors, est-ce que c'est légitime qu'une école aussi prestigieuse que l'ENS donne la parole à celui qui appelle au meurtre? Depuis, elle est attaquée en diffamation par Medine et elle est lynchée sur les réseaux sociaux avec des propos que j'ose à peine répéter ici tant ils sont violents. Épouvantables. Je les ai vus sur les réseaux sociaux, c'est épouvantable. C'est d'une violence inouïe et c'est très sexiste, terriblement sexiste. Donc, évidemment, je condamne les propos qui sont tenus sur les réseaux sociaux contre Aurore Bergé. Pour autant, ce qu'elle a dit, et on peut le dire, n'est pas juste. Il n'y a pas d'appel au meurtre de Medine. Crucifier les laïcards, c'est pas un appel au meurtre. Mais écoutez toute la chanson. Alors à ce moment-là, on va refaire tous les répertoires des chansons françaises et je vous assure qu'on a beaucoup de travail. Hein. Oui. Quand Michel Sardou explique qu'il rêve de violer des femmes, voilà, on va expliquer que Michel Sardou appelle au viol. Bon, les choses sont un peu plus complexes que ça, hein, un peu plus complexes que ça. Ou alors on interdit tout Brassens, on interdit tout Renaud et c'est terminé. En plus, on est ici, encore une fois, à Sevran. Vous savez que c'est la capitale de France du rap. C'est Sevran, donc voilà, il faut suivre Medine. Et Medine, à ma connaissance, alors après on peut toujours... Mais est-ce qu'il devrait appeler au calme quand même, Medine? Mais il appelle, c'est justement ce que je voulais vous dire, c'est que Medine, dans les discussions, les débats que j'ai pu entendre, qu'il a avec des jeunes régulièrement, il est un militant contre les intégrismes religieux, contre toute forme d'extrémisme d'ailleurs. Hein, voilà. Donc je comprends sa colère aussi. Et le fait qu'il n'ait pas accepté qu'elle explique qu'au fond, il était un intégriste islamiste qui appelait au meurtre. Je crois que ce n'est pas juste vis-à-vis de Medine. On a commencé à parler de vous, Clémentine Autain, mais on va le poursuivre aussi un petit peu. Votre parcours. Vous
Vous êtes né le 26 mai 1973 à Saint-Cloud, donc en région parisienne. Vos parents étaient des artistes. Votre mère, Dominique Laffin, comédienne dans les années 70-80. Vous lui avez d'ailleurs consacré un livre à votre relation ensemble. Ce livre, il s'appelle « Dites-lui que je l'aime ». Votre mère disparaît alors que vous n'avez que 12 ans. Votre père, Yvan Dautin, est chanteur. On vous voit de dos d'ailleurs sur l'une des pochettes de son album. Comment on arrive à trouver sa place dans une famille qui, clairement, on le voit, est compliquée? Votre mère était à la fois présente et, est-ce que vous me permettez de dire, défaillante du point de vue... Oui, oui. Oui? Oui, on peut le dire, je crois. Comment on grandit comme ça, en étant la fille d'une mère Défaillante. J'ai écrit un livre pour en parler. Je pense qu'il n'y a pas une façon de grandir avec un parent défaillant. Il y a plein de façons. Donc, on essaie de trouver des stratégies qui ont leur revers de médaille, évidemment, toujours. Voilà, moi, ça m'a rendu peut-être très tôt, trop tôt, assez responsable, toujours. Vous vous occupiez de votre mère, vous le racontez voilà, dans votre livre. Voilà. Donc voilà, moi j'ai développé plutôt cette forme de résilience, comme on dit. J'aime pas trop ce mot-là, mais en l'occurrence, j'en trouve pas forcément d'autres. Et bah, c'est difficile, oui, c'est difficile. Après, ma mère m'a donné aussi beaucoup de choses. Elle vous a donné notamment, et vous le dites d'ailleurs, vous lui reconnaissez de vous avoir donné le goût de la liberté et de vous avoir donné aussi, même si vous ne l'avez pas forcément réalisé sur le moment, cette envie d'être féministe. Elle était elle-même très féministe. Est-ce que c'est aussi à elle que vous le devez, même si vous dites que c'est le viol que vous avez subi qui a été aussi le déclic? Oui, enfin, le viol que j'ai subi a été un déclic sur l'engagement féministe et la compréhension vraiment de ce combat. Mais je pense que ma mère a été, je ne sais pas comment on peut dire, mais quelqu'un qui transpirait cette aspiration à la liberté. Alors, elle s'y est perdue parce que la liberté, c'est pas faire tout ce qu'on veut à n'importe quel moment. C'est pas ça la liberté. La liberté, c'est quelque chose qui se construit. Et c'est ça que j'ai compris après. Et elle donnait plutôt le modèle de je veux faire tout ce que je veux quand je veux. Et elle s'y est perdue, elle s'est noyée dans cette... Mais en même temps, c'était un appétit de liberté. Clémentine Autain, la politique vous a attiré avec notamment cette main qui vous a été tendue par Bertrand Delanoë. En 2001, il remporte la mairie de Paris, il vous nomme adjointe chargée de la jeunesse. En 2005, vous vous mobilisez en faveur du non au référendum sur les traités constitutionnels. Vous y apparaissez aux côtés d'Olivier Besancenot et de Jean-Luc Mélenchon. Au moment de la présidentielle de 2012, vous devenez d'ailleurs sa porte-parole et vous êtes élu député. Aujourd'hui, vous partez à la conquête donc, de la région Île-de-France. Un mot d'abord avec sur... les Insoumis et les communistes et des personnalités du mouvement social dans cette campagne. Je parlais de toutes ces personnes qui ont jalonné aussi votre vie politique. Quel est le regard que vous portez sur Anne Hidalgo? J'en parlais à l'instant, mais Anne Hidalgo qui pourrait se voir aussi comme une candidate de la gauche. Écoutez, d'abord pour l'instant, elle n'est pas candidate officiellement. C'est une candidate du Parti socialiste. Et donc moi, la question que je me pose plus, c'est quel bilan a tiré le Parti socialiste et donc Anne Hidalgo de la séquence terrible du gouvernement Hollande, 5 années qui ont mis la gauche à terre. Quel bilan en tirer? C'est-à-dire qu'on ne peut pas, si on veut retisser des liens, et vous me connaissez, je suis pour le rassemblement, hein, à gauche, vraiment. Et vu le climat actuel, franchement, il faut qu'on se mette au travail, qu'on se retrousse les manches et qu'on arrive à offrir une perspective à toutes celles et ceux qui nous regardent et qui ne peuvent plus d'un duel qui finit par être un duo entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. C'est pas possible. Il faut qu'on sorte de là, on n'en peut plus, on est suffoqué. Donc pour sortir de là, il faut qu'on se reparle, d'accord? Mais pour se reparler, il faut bien qu'il y ait un aggiornamento. Comment est-ce qu'on a pu aller à ce point dans le mur? Je dis on, je n'ai pas soutenu ce gouvernement. Mais vous voyez ce que je veux dire? Comment la gauche peut être associée à une expérience qui a abouti à ce que même le président de la République lui-même ne puisse pas se représenter. Et à une défiance dans les milieux populaires considérable à l'égard du mot gauche lui-même. Et si cet inventaire est fait, est-ce qu'éventuellement c'est une femme qui pourrait incarner la gauche du coup? Qui pourrait être une des voix qui incarne la gauche, bien sûr, il y en a d'autres. Mais il n'y a pas que le Parti socialiste. Vous invitez au dialogue. Est-ce que le fait que Jean-Luc Mélenchon se soit tout de suite prononcé et annoncé candidat, ça vous paraît être une bonne façon de dialoguer? En fait, ce que j'entends dans votre question, c'est d'imaginer qu'Anne Hidalgo puisse être la candidate de rassemblement de toute la gauche. Est-ce qu'elle pourrait l'être? C'est ça votre question, en fait. Oui, est-ce qu'elle pourrait l'être? Et là, je reviens, de la gauche au sens large. Hein. Là, je reviens à ce que je vous disais, c'est-à-dire que est-ce que une candidate du Parti socialiste, après ces 5 années, peut être le point de consensus pour rassembler toute la gauche? Permettez-moi d'avoir un doute.
Voilà, permettez-moi d'avoir un doute sur ce point. Donc, mais partons du projet. Moi, je suis pour partir du projet et je suis pour créer des passerelles. Mais là, on part pas complètement du projet. On a un Jean-Luc Mélenchon qui a dit qu'il était candidat, par exemple. Il met sa candidature. Oui, il a dit qu'il était candidat, c'est un fait politique. Il met sa candidature. C'est pas un truc d'homme, pardon, mais vous disiez tout à l'heure quand même qu'il y avait à un moment ces difficultés aussi à trouver sa place quand on est femme et que c'était encore un combat aujourd'hui. Est-ce qu'une femme comme ça aurait dit dans le parti dans lequel vous êtes, je suis candidate et puis c'est comme ça? J'en vois, heureusement, il y a quelques femmes qui ont cette audace. Par exemple, Ségolène Royal, non, je crois, a dit qu'elle était candidate et qu'elle voulait y aller. Et puis à l'inverse, vous pouvez dire aussi que Marine Le Pen, on peut dire ce qu'on veut, c'est une femme. C'est une femme qui aussi. Voilà. Bon, après, vous avez raison sur. Mais c'est quand même en général, les hommes. Ce que je veux dire, c'est que c'est quand même un rapport à l'autorité. À la confiance aussi en soi. La confiance en soi, moins de doute sur sa légitimité, sur le fait de pouvoir le faire. Les femmes sont en effet souvent plus hésitantes. Vous avez parfois regretté que dans votre parti, il y a un rapport à l'autorité? Mon parti, vous parlez du mouvement, dans votre mouvement de la France, il y a un rapport à l'autorité. Est-ce que vous avez le mouvement ensemble, le mouvement de la France insoumise? Est-ce que les choses s'améliorent? Les choses s'améliorent doucement, trop doucement à mon goût. Je dois reconnaître que la place des femmes en politique, il y a encore beaucoup de travail, beaucoup de travail. Il faut prendre cette liberté de s'exprimer librement, et d'ailleurs, je crois faire partie, même si je suis une femme, de celles et ceux qui disent quand ils ne sont pas d'accord, quand quelque chose ne tourne pas rond. Je crois que j'ai pas ma langue dans ma poche de ce point de vue et je compte bien continuer à le faire. Il faut pouvoir le dire. Alors il y a des moments, on est en campagne électorale, où évidemment c'est le moment où on y va et on doit être groupé, vous voyez ce que je veux dire, soudé. Et il y a des moments où il y a des débats qui traversent les familles politiques. Et il faut les laisser vivre aussi, ces débats, d'accord? Donc il y a des moments où il faut du débat démocratique et des moments où en effet on fait corps parce qu'on est dans une bataille de court terme électorale tournée vers les concurrents et les ennemis politiques. La gauche est en train de partir éparpillée pour les régionales. Elle sera peut-être, sans doute, éparpillée pour les présidentielles? Et en tout cas, pour l'élection présidentielle, une des difficultés que nous avons, c'est que parmi les électeurs eux-mêmes, on voit bien qu'il y a du mal avec deux grandes familles de gauche. Quand vous dites Jean-Luc Mélenchon, candidat de toute la gauche, il progresse, mais il passe de 13 à 15%. Quand vous dites Anne Hidalgo, candidate de toute la gauche, je crois qu'elle passe de 9 à 10, 12%. Bon, ça veut dire que ça ne fait pas le plein. Donc, une candidature unique ne répond pas aujourd'hui au problème majeur qui est celui de la dynamique de notre grande famille politique. C'est ça le sujet. Mais ça reste une grande famille politique? La gauche, c'est ça que vous voulez dire? C'est une famille politique qui a été abîmée ces derniers temps, clairement abîmée. Mais moi, je crois dans le fil de notre histoire au long cours. Je prends racine avec la Révolution française, mais je crois vraiment à cette racine et ça ne va pas s'éteindre. Et il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui sont de cette grande famille politique, mais qui ne sont pas engagés de façon partidaire, mais qui sont du côté de l'émancipation, de la justice, de l'égalité, du partage des richesses, des pouvoirs, des savoirs. C'est ça, pour moi, la grande famille, d'accord? Et donc, il faut qu'on arrive, je le dis et je le redis, à se parler, à se reparler, à construire un projet commun, mais ne faisons pas comme s'il ne s'était rien passé ces derniers temps. On a eu aussi des clivages au moment du traité constitutionnel européen. Ce ne sont pas des petits sujets, ce sont des grands sujets. Nous avons un débat maintenant sur l'écologie. Quelle écologie ? Comment est-ce qu'on arrive à vraiment mettre cet enjeu au cœur du projet politique que nous menons, mais aussi à l'articuler avec la bataille contre la loi du profit, parce que je pense que si on ne l'articule pas, il n'y a pas de solution, en fait, à la crise climatique. Clémentine Autain, une dernière question, vous le savez, c'est une émission de week-end. Est-ce que parfois Clémentine Autain est off? C'est-à-dire, est-ce que parfois vous n'êtes pas militante? Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Quand je ne suis pas militante, vous dire qu'est-ce que j'aime faire dans la vie, en fait. Alors, ce que je fais beaucoup, si j'ai du temps juste pour moi, alors j'aime être évidemment en famille, avec mes enfants, avec mes amis, voilà, comme tout le monde. Et si c'est que pour moi, j'ai une passion qui est la littérature française. Donc, c'est vrai que si je m'enferme moi toute seule, ce que j'adore faire, c'est lire des romans. Voilà, ça c'est vrai, c'est une de mes grandes passions. Voilà les week-ends de Clémentine Autain. Merci d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir accueillis donc ici à Sevran dans votre département.